Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur Free Week de ce samedi. Pour le numéro d'émission de ce jour, chers amis internautes, je vous propose dans Foi et Astuces Spirituelles une rediffusion de Juste Danwayon, connu sous l'appellation presse Voyon. Il est prêtre de Fa, médecin et socio-anthropologue. Avec lui, on va échanger autour de la thématique médecine africaine et médecine conventionnelle, discordance et ou complémentarité. Juste après lui, dans la rubrique Vrai visage de l'audace, je reçois pour vous, chers amis internautes, Sem Abel Isaac Amadou. Il est photographe. Ce jeune photographe avec nous aura à partager son expérience entrepreneuriale. Lui qui est encore étudiant, comment il a découvert le goût de la photographie et pourquoi il a décidé d'entreprendre dans ce domaine-là qui est porteur d'avenir et d'espérance. Il nous en parlera. Et au cours du numéro de ce matin, chers amis internautes, j'ai une grosse surprise pour vous. J'ai pu le déplacer malgré son agenda très chargé. C'est un artiste plasticien, Victor Hubert Francis Arroyo, qui est connu par tous les amoureux de l'art, notamment. Avec lui, nous aurons à visiter un peu son art. On va visiter un peu, notamment, il va nous permettre une immersion dans son atelier. J'ai bien et bien Aneldo qui a effectué un reportage dans le dit atelier. Il va nous parler de son amour pour l'art, d'où est venue notamment cette inspiration, comment il vit ce métier au Bénin, et nous en dira au cours de cette émission. Et juste après, notamment l'instant prestige dans lequel j'aurai à recevoir pour vous Francis Arroyo, à la place de la tribune virale, notamment dans la rue tribune virale, vous aurez à suivre notamment une édition du journal notamment qui vous fait le condensé de l'actualité internationale. Et puis en fin d'émission, on ira à l'écoute de nos amis de la diaspora qui nous dira ce qu'ils pensent notamment des 20 premiers jours de gouvernance du président Kossim Boueke Romuald Wadaï. Chers amis internautes, on démarre juste après l'instant pub avec notamment la rubrique Foi et Astuces Spirituelles que je vous propose de resuivre. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Foi et astuces spirituelles, juste dans Voyon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, médecin professionnel, si on peut le dire ainsi, Oui. socio-anthropologue. Avec vous, on parle de médecine traditionnelle et conventionnelle. Mais d'entrée de jeu, je vais vous poser une question sur le laurier. Vous êtes prêtre de Fa. Le laurier, quelle est sa symbolique pour vous et quelles sont les vertus que ce plant regorge, ou cette feuille regorge? Merci. Je salue tous les téléspectateurs ou les internautes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. La feuille de laurier, il y a le spécialiste qui en a parlé tout à l'heure et nous allons apporter deux petites astuces sur cette plante-là. C'est une plante qui a des propriétés, je vais dire, scientifiques ou biologiques ou physiologiques. Et au-delà de ces propriétés scientifiques et physiologiques, cette plante a des propriétés magiques. Il a abordé les propriétés magiques lorsqu'il a fini de parler de ses propriétés scientifiques et physiologiques. Et je vais aller plus dans le sens des propriétés magiques. Oui. Cette feuille, il suffit juste de chercher de l'eau de mer. Et vous plongez 16 feuilles de laurier dans l'eau de mer
et vous posez dans un coin de votre chambre. Oui. Vous laissez séjourner 48 heures ou 72 heures et lorsque vous allez vous laver, vous mettez un peu de cette eau dans votre eau de bain, vous lavez avec. Ça purifie et ça vous désenvoûte. Ça purifie, ça vous désenvoûte. Ça vous désenvoûte et ça vous permet d'accéder à des opportunités qui hier n'étaient pas accessibles. Après cela, il a dit qu'on peut utiliser ça sous forme d'encens. Pour l'utiliser sous forme d'encens, on peut aussi ajouter du sel. Oui. Vous pilez les feuilles de laurier, vous ajoutez du sel et vous utilisez sous forme d'encens. Dans ce sens-là, ça renvoie tout ce qui est esprit maléfique, tout ce qui est mauvaise onde dans votre chambre, dans votre concession, ça les dégage et ça permet de garder la maison pure. Vous pouvez poser les feuilles de laurier 3 ou 7 sous votre oreiller, vous dormez dessus, ça rend votre sommeil paisible. Vous n'êtes pas hanté dans votre sommeil. Donc, c'est une plante qui a trop de vertus sur le plan physiologique et aussi sur le plan magique. Au niveau du phare, est-ce que vous n'utilisez pas le laurier? Le laurier, à cause de ses propriétés magiques que nous venons d'exposer, nous l'utilisons en combinaison avec d'autres feuilles pour faire des bains de purification. Pour faire des bains de purification. Quelle autre feuille, par exemple? Avec le basilic, par exemple, avec l'hysope, par exemple. Cette feuille est en combinaison pour faire des bains de purification. De purification. Ouais. On va y revenir peut-être un de ces 4 jours là, par rapport à d'autres vertus, par rapport au rituel d'expiation, de propitiation, si on peut le dire ici. Mais ce jour, on parle de médecine traditionnelle et de médecine africaine, autant pour moi, et médecine conventionnelle, discordance et ou complémentarité. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par médecine africaine? Merci. Je voulais apporter la correction déjà lorsque vous étiez en train de sortir médecine traditionnelle. Parce que lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, c'est un peu trop péjoratif et ça diminue un peu la grandeur de cette médecine-là. Parce qu'on a tendance à le ranger dans un vocal plus archaïque. Mais lorsqu'on parle de médecine africaine, ça lui donne toute la valeur qu'il faut et en même temps, ça montre la zone dans laquelle cette médecine est valorisée, qui est l'Afrique. Lorsqu'on parle de médecine, d'abord de façon générale, c'est la science qui nous permet de conserver et de traiter l'organisme. Mais lorsqu'on parle de médecine africaine, il y a 2 côtés qu'il faut aborder parce que parfois, il y a des erreurs qui sont perçues dans cette médecine-là. Lorsqu'on parle de médecine africaine, il faut percevoir dans cette médecine-là le côté pharmacopée et le côté spirituel pur. En d'autres termes. En d'autres termes. Oui, allez-y. Parce que lorsqu'on parle de médecine africaine et on se limite seulement à l'utilisation des plantes, des décoctions pour traiter, ce n'est pas seulement à ça qu'est limitée la médecine africaine. Parfois, cette pharmacopée échoue et on est obligé d'aller vers la médecine spirituelle pour apporter solution à certaines maladies. Je m'explique. Lorsqu'on parle de maladie, c'est un déséquilibre dans l'organisme du point de vue conventionnel. Mais en médecine africaine, lorsqu'on parle de maladie, c'est un déséquilibre de l'organisme et de l'esprit. Oui. Parce que la médecine africaine reconnaît l'individu comme 3 entités. Il y a le corps que nous possédons, il y a l'esprit et il y a l'âme. L'âme, c'est la fusion, c'est le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Il faut quand même apporter à ceux qui nous suivent cette clairvoyance par rapport à l'existence de l'esprit. Je vais donner 2 exemples qui vont montrer qu'il y a cette existence sur laquelle s'appesantit cette médecine-là pour apporter un traitement. Le premier exemple est que Cadet est couché dans son lit à Cotonou. Merci pour l'exemple illustratif. Oui, à Cotonou, Cadet est dans son lit, mais dans un rêve, Cadet se retrouve peut-être à Parakou avec Dr Juste et on est en train de causer. Alors qu'il est couché dans son lit à Cotonou. Ça suppose que l'organisme de Cadet, le corps de Cadet est dans son lit, mais quelque chose a voyagé en Cadet et aller découvrir quelque chose. Donc, c'est cet instrument-là, cette entité-là qui a voyagé et qui a laissé le corps de Cadet dans son lit, mais qui est allé découvrir des choses ailleurs qu'on appelle l'esprit. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on prend l'exemple d'un individu qui s'appelle Paul, par exemple. Lorsqu'il est vivant et on dit Paul, il répond oui. Lorsque Paul répond oui, qu'est-ce que la médecine nous a enseigné? La médecine nous dit que lorsqu'on dit Paul, c'est un influx, c'est un courant d'air qui est envoyé. Ce courant d'air rentre dans l'oreille. L'oreille est divisée en 3, il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Lorsque ça rentre dans l'oreille interne, il y a quelques appareils là, la cochlée, le vestibule, qui transforment ce message et l'envoient dans le cerveau. Paul sait déjà, depuis son bas âge, qu'on l'appelle Paul. Donc, dès que ça va dans le cerveau, il y a une étude neurologique dans le cerveau qui sort le mot Paul et qui renvoie à l'oreille. Et c'est en ce moment que l'oreille entend Paul. Et lorsque l'oreille entend Paul, Paul répond oui. Lorsqu'on appelle un individu, c'est tout ce mécanisme qui se passe avant que l'individu ne réponde oui. Mais Paul est décédé et le corps de Paul est là. On dit Paul, il ne répond pas.
l'oreille est là, l'oreille externe est là, l'oreille moyenne est là, l'oreille interne est là. Mais si Paul ne répond pas, ça suppose que lorsque Paul était vivant, ce n'était pas son corps qui répondait. Parce que tout ce qu'il y a dans le corps ou sur le corps qui doit participer à cette réponse, tout est là. Le cerveau est là, les neurones sont là, l'oreille interne est là, la cochlée est là, le vestibule est là. Mais on dit Paul ne répond pas. Ça suppose qu'il y a quelque chose en Paul, lorsqu'il était vivant, qui lui permettait de répondre. Mais au moment où il est décédé, cette entité-là a quitté le corps de Paul. C'est quoi? L'esprit. L'esprit, merci. Donc, lorsqu'on parle de maladie, la médecine africaine ne considère pas la maladie seulement comme un déséquilibre du corps. Mais on considère la maladie comme un déséquilibre du corps et de l'esprit. C'est cela qui fait la particularité de cette médecine et qui fait même la particularité entre la pharmacopée et la médecine spirituelle. C'est ça qui nous plonge dans le domaine des envoûtements, des ensorcellements, des malédictions. Et tout ça peut causer des maladies, des pathologies qui ne sont pas forcément des pathologies qui concernent uniquement le corps, mais qui concernent et le corps et l'esprit. Donc, quand on parle de médecine africaine, il faut comprendre par là que cette médecine repose sur des procédés, des connaissances qui vont apporter des solutions à un déséquilibre du corps, de l'esprit et ou du corps et l'esprit. Et ou du corps et l'esprit. Alors, parlez-nous de la médecine conventionnelle avant qu'on revienne tout à l'heure. La médecine conventionnelle, pour vous, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la médecine conventionnelle, je l'ai déjà dit, la médecine tout court, c'est la science qui permet de maintenir un corps sain. Mais lorsqu'on va en médecine conventionnelle, c'est des techniques, des méthodes. C'est une science qui se base sur des preuves cliniques, scientifiques. C'est une médecine qui est plus cartésienne. Donc, c'est scientifiquement, pas des preuves, pas des études cliniques, qu'on sort des procédés, à part ces procédés, des consensus. Et sur ces consensus-là reposent des traitements, des normes. Et sur ces normes-là qui sont suivies pour guérir. Et en médecine conventionnelle, on dit tout ce qui crée la maladie dans un organisme, c'est un agent infectieux. Un microbe, une bactérie, un virus, un champignon, un parasite. Ce n'est que ces agents infectieux qui peuvent créer un déséquilibre. La médecine conventionnelle ne reconnaît pas l'existence d'un esprit quelque part qui peut être malade. Lorsque vous êtes malade, vous venez, on vous fait un prélèvement, on vous fait des bilans, et ces bilans révèlent... On fait le diagnostic. Et lorsqu'on fait le diagnostic, c'est sur la base de ce diagnostic qu'il y a un traitement qui est déjà connu, il y a un consensus qui est fait, il y a un procédé qui est déjà maintenu, et on suit ce procédé pour vous apporter le traitement. Donc, il y a plusieurs spécialités dans la médecine, il y a près d'une quarantaine de spécialités ou cinquantaine de spécialités dans la médecine. Donc, en fonction du mal, en fonction de l'endroit, de l'organe du corps qui est atteint, on vous apporte la solution dans ce sens-là. Donc, on se repose uniquement et essentiellement sur votre organisme, sur vos organes, sur vos tissus, sur vos cellules, et on ne dépasse pas ces limites-là. Donc, c'est une médecine qui est consacrée au traitement de l'organisme. Qui est consacré au traitement de l'organisme. Mais est-ce qu'il y a une interrelation entre les deux, entre la médecine africaine et conventionnelle déjà? Dans ces développements qu'on a eu à faire, on aurait compris déjà qu'il y a vraiment une interaction entre les deux, mais il y a encore des limites qu'il faut surpasser dans les deux sens. Celui qui est phytothérapeute, celui qui est spirituel, il y a des choses qu'il doit comprendre, il y a des insuffisances encore à leur niveau qu'il faut combler. Et dans le même sens, celui qui est médecin aussi, il y a des insuffisances aussi qu'il faut combler. C'est ce qui explique même aujourd'hui plus ou moins l'échec de la médecine conventionnelle en Afrique. Puisque en Afrique, au-delà de notre organisme qui est atteint, on a encore des pathologies qui viennent, mais qui ne sont pas des pathologies spirituelles. Qui sont des pathologies spirituelles. Justement, tout à l'heure, vous avez dit que la médecine conventionnelle, elle est basée sur des théories, sur des choses vérifiées. Alors, l'africaine, elle n'était pas basée sur ces théories, des choses vérifiées? Elle est basée sur des choses vérifiées. Mais, du point de vue spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas perçu, qui n'est pas vu. Et lorsque la médecine conventionnelle ne voit pas, ne voit pas de façon concrète cette chose-là, on a parlé de l'esprit tout à l'heure, l'esprit, on ne voit pas l'esprit, mais on voit sa manifestation. Donc, la médecine traditionnelle, ou la médecine africaine plutôt, se repose sur cette théorie-là et apporte des solutions. Et c'est pour ça que l'OMS, dans la définition de la médecine traditionnelle, a parlé des connaissances basées sur l'expérience. Donc, l'OMS reconnaît que la médecine africaine apporte des solutions, mais qui sont basées sur l'expérience. Parce qu'ils ont compris finalement qu'il y a des chirurgiens qui ont opéré des gens et dans l'estomac de ces gens, on retrouvait des grains de tamariné. Dans l'estomac d'un individu, on retrouve un amas de grains de tamariné. On retrouve des coris dans l'estomac d'un individu. Ces coris-là viennent d'où? Ces grains de tamariné viennent d'où? Donc c'est là qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a un mystère qui est caché derrière cette médecine-là. Et il faut forcément
aller vers cette médecine et découvrir ces choses-là. Lorsqu'on est dans un milieu où le spirituel prend du devant dans beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette spiritualité, surtout si on veut pratiquer cette médecine en Afrique. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit qui est concret, il y a ce qui est spirituel qui est caché derrière. Il y a des pathologies, les mêmes procédés qu'on utilise pour traiter ces pathologies, vous mettez en place ces procédés-là, mais à la fin, vous n'avez pas de solution. Parce que derrière cette pathologie se cache quelque chose. Pour faire un petit briefing sur la maladie spirituelle, c'est que lorsqu'on veut créer une maladie à quelqu'un, on rassemble un certain nombre d'ingrédients, on invoque le nom de la personne et on lui envoie un esprit. Lorsque cet esprit vient, ça voit la faille de la personne. Quel est l'organe qui pourrait être le plus atteint? Et ça crée la maladie. On ne peut pas forcément dire, va créer l'insuffisance rénale, on ne va pas forcément dire, va créer l'hypertension artérielle, mais on va voir la vulnérabilité, l'esprit voit la vulnérabilité du corps de l'individu. Là, vous décrivez un peu le processus d'envoûtement. Le processus d'envoûtement. Oui. Donc, il voit la vulnérabilité de l'individu et c'est en fonction de cette vulnérabilité qu'il crée la maladie. Mais il ne crée pas seulement la maladie, il crée la maladie et il entretient la maladie. Vous avez des céphalées, les céphalées que tout le monde a et on prend du paracétamol et peu de temps après ça passe. Vous prenez peut-être 2-3 plaquettes de paracétamol mais ça ne disparaît pas. Parce qu'il y a un esprit qui entretient ces céphalées-là. Mais justement, comment cet esprit est assez fort pour que le paracétamol qui est censé inverser la donne est pris mais il n'y a pas de changement? Comment cet esprit arrive à maintenir la donne inversée malgré la thérapie que l'on suit pour recouvrer sa santé? Le paracétamol a un effet physiologique. Donc, ça va aller au niveau du foie. Le foie va métaboliser le paracétamol, va l'envoyer au niveau des récepteurs des douleurs. Et au niveau de ces récepteurs, ça va inhiber ces récepteurs. Donc, ça fait que vous ne ressentez plus la douleur. Mais lorsque la douleur est spirituelle, le paracétamol va agir sur les récepteurs. Mais ce ne sont pas des récepteurs spirituels, ce sont des récepteurs organiques, tissulaires, cellulaires. Donc, vous agissez, mais l'esprit est là et vous créez le mal. Et vous créez le mal. Mais lorsqu'on parle de médecine africaine, on parle de l'Afrique. Oui. La médecine conventionnelle, c'est souvent les Européens. Mais on sait que lorsqu'on parle de sorcellerie en Afrique aussi, on parle également de sorcellerie aussi en Europe. Alors pourquoi, est-ce que la sorcellerie en Europe aussi donne ces effets-là, selon vous? Oui, ils sont confrontés à ces choses-là de plus en plus. Parce que parfois, des phénomènes où la science n'arrive pas à expliquer. Oui, n'arrive pas à expliquer. Et finalement, on dit, bon, on est limité, on ne peut plus rien faire. Et toutes les méthodes qu'on peut déjà mettre en pratique, on met toutes ces méthodes en pratique, mais finalement, on voit qu'il n'y a rien à faire. Et finalement, ces gens-là, il y en a qui, si ceux-là ont de la chance, viennent en Afrique. Et il suffit de faire quelques travaux spirituels, ceux-là sont désenvoûtés. Et les mêmes méthodes qui étaient pratiquées hier sans apporter solution, on pratique à nouveau ces mêmes méthodes et on a solution à ces pathologies-là. Donc, à un moment donné, lorsque l'esprit est atteint, il faut forcément guérir l'esprit avant de passer à la guérison du corps. Mais est-ce que ces deux médecines-là, africaines et traditionnelles, peuvent, africaines et conventionnelles, oui, est-ce qu'elles peuvent jouir d'une complémentarité ou elles ont une discordance? On ne peut pas parler de la discordance, on va juste parler de la complémentarité parce que oui, c'est de là qu'on va tirer profit. Puisque celui qui sait que lorsqu'il est malade, il peut avoir une maladie naturelle et il peut avoir une maladie spirituelle, celui-là, il est mieux édifié par rapport à celui qui se dit, oh, bon, quand je suis malade, c'est forcément mon corps qui est atteint, qui ne pense pas à un moment donné à l'esprit. Cela va nous amener dans le sens où celui qui est médecin, il doit comprendre qu'à un moment donné, il peut y avoir des pathologies qui seront d'ordre spirituel et il sera limité dans ces procédés qu'il connaît. Celui qui est spirituel aussi, parfois, il doit savoir que parfois, ce n'est pas forcément tout qui est spirituel. D'ailleurs, ce n'est pas tout qui est spirituel. Les grands praticiens qui ne sont pas édifiés dans ce sens, ce sont des pathologies simples qui les tuent. Parce que dans sa tête, il est borné, il se dit « Ah, c'est un envoûtement. Ah, c'est mon grand-père qui m'a dit telle chose hier, qui m'a envoûté. Ou bien c'est ma tante qui a dit telle chose hier, qui m'a envoûté. » Et il est focus sur cet envoûtement. Donc, il faut toujours chercher, le juste milieu. Dans la pharmacopée ou dans la médecine conventionnelle d'abord, avant de traiter le spirituel. Oui, bon, les deux vont de pair. Quelqu'un qui est déjà dedans, nous autres, dès que la maladie survient, on ne cherche pas d'un seul côté. Du moment où tu es en train de réfléchir à quel agent infectieux peut causer ce mal, au même moment, tu es en train de faire ce qu'il faut spirituellement pour que, quelle que soit la provenance de ce mal-là, tu puisses quand même conjurer cela et les deux doivent aller de pair. Et dans ce sens-là, il faudrait que le médecin, dans sa tête, se dise, à un moment donné, si je suis limité, il se peut que ça soit une atteinte de son esprit et non une atteinte de son corps. Parce qu'il doit se mettre dans la tête qu'au-delà de ce que je traite qui est le corps, il y a autre entité en cet individu que je ne maîtrise pas, que je n'appréhende pas et qui peut être atteint et qui peut être à la base de ce que je vis. Donc c'est la complémentarité qu'il faut voir de loin. Et dans cette complémentarité, il faut faire l'effort de pouvoir avoir la notion, même si on n'a pas la maîtrise de la pratique de la spiritualité, l'éveil déjà
peut amener à conseiller le patient, à l'amener à pratiquer cette spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, ce n'est pas forcément aller vers la spiritualité traditionnelle. Même les prières peuvent guérir, les prières peuvent désenvoûter, les prières peuvent vous désensorceler et amener facilement le praticien qui est praticien soignant à vous guérir et à vous donner satisfaction. Mais pour vous qui êtes médecin, socio-anthropologue, et au regard du parcours emblématique de votre père également, et de sa responsabilité dans la tradition, vous êtes prêtre de Fa, assermenté, si on peut le dire ainsi. Au regard de tout cela, comment vous arrivez à arrimer les deux ou à les juxtaposer? Aujourd'hui, cela est encore un peu difficile et on fait l'effort d'apporter de la lumière. Puisque lorsque le patient vient vers toi, du point de vue de ce qu'il expose, tu ne peux pas déjà déceler son obédience religieuse. Tu ne peux pas déjà lui proposer des services sur le plan spirituel, même si toutefois tu constates que le mal que le patient a, ce mal-là n'est pas naturel et que ce mal-là est spirituel. Et pour la plupart du temps, ceux qui connaissent un peu notre savoir-faire dans les deux sens, lorsqu'on envoie des gens vers nous, c'est des gens qui ont parcouru déjà des centres de santé, des cliniques, de grands médecins et qui n'ont pas de satisfaction, qui finalement se disent « Ah, va chez ce monsieur parce que celui-là, au-delà de la médecine conventionnelle, il a aussi des maîtrises dans la spiritualité. » Et c'est ceux-là qui facilement se laissent faire. Mais un patient qui vient, qui n'a pas fait ce parcours-là, qui n'a pas été orienté, on a parfois du mal à apporter ce côté spirituel à la personne parce que il faut forcément prendre, il faut qu'il acquiesce d'abord avant que tu ne puisses apporter ce qu'il faut du point de vue spirituel. Mais ce qu'il faut aujourd'hui pour nous accompagner dans cela, c'est de révéler cela au monde entier. Et quand il parle de révéler cela, par exemple, nous, au cours de nos études médicales, on nous avait annoncé l'étude de la médecine africaine ou de la médecine traditionnelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous on a soutenu il y a près de 5 ou 6 ans déjà, mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas encore été intégré à la formation des médecins. Mais il faudrait apporter les b.a.-ba, les bases à ces médecins-là, leur montrer qu'au-delà de ce qu'on vous enseigne qui est conventionnel, que le blanc a monté, il y a aussi dans notre contrée, dans nos réalités ici, dans notre patrimoine ici, d'autres réalités qu'on doit vous enseigner. Qui sont utiles. Imaginez-vous un instant si dans les salles d'hospitalisation, on utilise des feuilles de désenvoûtement pour nettoyer ces salles d'hospitalisation. Ce que ça pourrait apporter, les esprits que ça pourrait dégager de ces salles d'hospitalisation et apporter guérison à ces patients-là. Vous pensez que parfois dans les salles d'hospitalisation, pour ceux qui sont pourchassés qui sont envoûtés, qui sont ensorcelés, parfois ceux qui les pourchassent viennent encore dans la salle d'hospitalisation. Non, ça n'est pas que ça vient, c'est en eux. Donc ils se déplacent avec ce mal-là. Ils font tout, mais ils se déplacent avec ce mal. Et finalement, la même pathologie qui donne les mêmes symptômes chez deux patients différents, vous allez voir, un va guérir facilement en 2-3 jours, mais l'autre va traîner peut-être sur 1 mois, alors que c'est les mêmes symptômes et c'est le même procédé de traitement qui a été mis en place. Donc, imaginez-vous si celui-là, dans un centre de santé ou bien dans une salle d'hospitalisation, même si ce n'est pas sur lui qu'on pratique ça, si c'est des méthodes qui sont enseignées, on dit, ah, dans les centres de santé, désormais, il faut nettoyer les salles avec telle feuille, il faut que tel plan soit dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Même l'existence d'une seule plante qui désenvoûte, qui désensorcelle dans un centre de santé peut déjà dégager des esprits, peut déjà empêcher l'esprit de poursuivre ce patient juste chez le médecin. Donc, il faut faire l'étude de ces choses-là, il faut mettre ces bases-là en place pour permettre aux médecins de comprendre cela. Et c'est réciproque aussi chez le praticien spirituel qui n'a pas la notion de « Ah, lorsque c'est paludisme, il faut prendre antipaludéen. Lorsque c'est fièvre typhoïde, il faut prendre antibiotique. » Et il se met dans sa tête que tout ce qui m'arrive est spirituel. Il faut aussi apporter de la lumière à celui-là. Il faut organiser des colloques, des formations. Il faut organiser aussi ce monde spirituel, amener des médecins à aller vers ceux-là. Des médecins qui maîtrisent la spiritualité, qui peuvent faire la part des choses chez ceux-là et leur dire « Ah, lorsque vous voyez que c'est tel et tel symptôme, au-delà de ce que vous maîtrisez qui est spirituel, il y a aussi des agents pathogènes, des agents infectieux, bactéries, virus, tout ça qui peuvent créer des maladies chez vous. Donc, ne vous limitez pas seulement à vos pratiques spirituelles, mais dites-vous qu'à un moment donné, il peut y avoir des agents extérieurs et qui n'ont pas de lien avec votre spiritualité et qui peuvent vous créer des maux. Donc, dès que vous constatez tel et tel signe, au-delà de ce que vous allez faire du point de vue spirituel, allez prendre tel et tel médicament et facilement vous allez vous guérir. Mais vous qui y croyez fortement, quelles sont vos espérances à ce niveau-là? C'est un jour que je vois notre médecine en Afrique aller dans les deux sens. Que je vois aussi mes confrères, mes pairs spirituels aussi, comprendre aussi la médecine conventionnelle et qu'à un moment donné, ce brassage soit le commun des mortels. Que tout le monde... Vous voulez une complicité entre les deux. Qu'à un moment donné,
qu'on sache qu'on a apporté de la matière à cette médecine conventionnelle que le blanc nous a apporté. Mais ce serait possible sans les politiques. Ce n'est pas possible. C'est ceux-là qui doivent prendre la chose. C'est ceux-là qui doivent pêcher des gens qui maîtrisent le domaine et mettre en place des curricula qu'on doit utiliser désormais pour enseigner. D'abord à l'université et aussi enseigner chez nos pères spirituels qui n'ont pas eu la chance d'étudier, mais qui ont quand même un bagage intellectuel, un bagage dans le sens de la spiritualité, dans le sens de la médecine traditionnelle. Donc, c'est ça qu'on espère des politiques, que ces mesures-là soient prises pour qu'à un moment donné, on sente que la médecine au Bénin est différente de la médecine partout ailleurs. Partout ailleurs. Oui. Une dernière question pour conclure. Vous allez partager avec nous peut-être une anecdote que vous avez vécue avec un patient peut-être qui était venu et qui peut-être pour vous avait peut-être des maux de ventre. Et une petite anecdote qui vous a quand même marqué et qui vous a retenu l'attention, qui a retenu votre attention et qui vous réconforte dans votre posture actuelle. Quand vous parlez d'anecdotes, le premier événement qui m'est venu en tête, c'est un gars qui avait de l'épilepsie. Je l'ai eu en 2022. J'ai soutenu 2 ans ou 3 ans après, il est venu et il a fait déjà tout le tour du Nord. Tanguieta, il est passé un peu partout. Et c'est sa maman qui a été conseillée. On lui a dit, ah, va voir Prince Voyon, il est médecin, mais il est aussi de l'autre côté. Et le gars, il est venu, on a fait une consultation. Une consultation de FA. Oui, une consultation de FA. Et le FA révélait qu'il y a une malédiction qui est portée au père du monsieur. Et c'est cette malédiction qui est en train d'agir dans la famille et qui... Parce qu'il y a beaucoup qui souffraient de petits maux dans la famille. Mais pour lui, était aussi très grave. Donc, au-delà de ça, il y a la sorcellerie aussi. Il y avait une grande-mère qui était là, le faire révéler les choses. Bon, on n'a pas identifié la personne. Mais déjà que ça nous a dit que la maladie n'était pas naturelle. On a fait les rituels qu'il faut. Et en médecine conventionnelle, il avait déjà des traitements qu'il prenait. Mais ces traitements espaçaient seulement les crises d'épilepsie. Mais ça ne guérissait pas les crises d'épilepsie. Donc, lorsque on avait fait la consultation, j'ai demandé 2 produits qu'il fallait utiliser. Est-ce que tel produit peuvent aider le patient à guérir? Et le FA a accepté. On a fait les rituels et je lui ai donné les produits et il a utilisé sur 3 semaines. Après 3 semaines, c'est 5 ans après qu'il m'a appelé. J'étais à la maison, il est venu avec vin, paille, tout ça. Donc, en 5 ans, il n'a plus de crise. Il s'est dit, ah, si en 5 ans, je n'ai plus de crise, ça veut dire que je suis guéri de ce mal-là. Et c'est comme ça qu'il est guéri de l'épilepsie, qu'il a traîné déjà sur 10 ans. Parce qu'il a fait 10 ans déjà de crise d'épilepsie. Donc, il est venu, on a fait les rituels et je lui ai donné les produits qu'il fallait utiliser. Ces produits sont des produits naturels, des produits de la pharmacopée. Déjà qu'on a levé ce qui est spirituel, on a utilisé les produits de pharmacopée et il est guéri de son épilepsie. De son épilepsie. Oui. Merci à vous, Juste Dawayon. Merci. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de FA, vous êtes médecin et socio-anthropologue. Vous allez rester en place. On va passer à présent à la tribune virale pour laquelle je convie en plateau Marcel Azon-Issou. Et voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant foi et astuces spirituelles. Nous sommes à présent dans la rubrique Vrai visage de l'audace, le vrai visage de l'audace qui reçoit ce jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Sem Abel Isaac Amadou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour le sacrifice effectué. Vous êtes un jeune photographe, jeune étudiant, encore en études à ISMA. Oui, vous êtes en 2e année, bien évidemment. Oui. Mais vous êtes propriétaire d'une boîte, d'un studio, si on peut le dire ici, audiovisuel. Dites-nous déjà d'où est venue l'inspiration pour la photographie et pourquoi déjà n'avoir pas attendu finir d'abord les études, notamment la formation, avoir la licence, avant de pouvoir entreprendre dans ce domaine-là? Déjà, disons que le goût de l'entrepreneuriat était déjà là parce que papa est dans le commerce, c'est pas aujourd'hui. Papa fait quoi? Aujourd'hui, il vient en France et il est, comment on appelle, conseiller magasin en France. Okay. Donc, maman, elle est revendeuse de savon du Ghana et tout. Okay. Donc, j'ai eu à grandir dans l'entrepreneuriat et j'ai eu ma boîte très vite parce que déjà, on me sollicite beaucoup de projets. Mais qui tu as vu faire la photographie et ça t'a touché? Stéphane Bossard. Stéphane Bossard. Oui. Il représente quoi pour toi? Stéphane le modèle, le lead? Oui, c'est un modèle. C'est un modèle pour moi depuis, disons, ma classe de seconde que je suivais de très près. Donc, avec lui,
j'ai eu le goût de la photographie. Et voilà, quoi. Avec lui. Et c'est avec lui que tu as commencé la photographie avant de t'inscrire à ISMA ou c'est... Tu as découvert la photographie en quelle année déjà ou à quel âge? La photographie, disons, c'était là depuis l'enfance. Oui, depuis l'enfance parce que depuis mon jeune âge, j'aimais prendre le téléphone de maman ou de papa que je prenais et je photographiais beaucoup de choses. Donc, c'était déjà là depuis l'enfance. Donc, tu aimais quand même immortaliser les moments. Oui, oui. Et bizarrement, je ne me suis pas dirigé dans ce sens lors de ma formation professionnelle à ISMA. Parce que quand j'étais enfant, je me disais plus, quand je regardais les films à la télé, je me disais, mais comment tout ça arrivait à se faire? Comment ils arrivaient à agencer les images? Comment le son est en synchro avec les images? J'aimais tout. J'aimerais... Il y avait cette curiosité de découvrir. De découvrir. Du coup, quand j'ai eu le bac, je me suis dit de lancer directement dans la réalisation cinéma à ISMA. Donc, c'est dedans que je suis là-bas. Et là, lors de mon stage, oui, là, je finis ma 2e année. Donc, l'année prochaine, la 3e année. Oui. Donc, la première année, ils nous ont demandé de faire un stage professionnel. Mais bon, ils ne nous ont pas exigé forcément d'aller le faire en réalisation. On peut le faire dans n'importe quel domaine. Voilà. Et là, tu as choisi la photographie? Oui, j'ai choisi la photographie. Tu l'as fait où? À l'atelier Bossard. À l'atelier Bossard. Chez Stéphane Bossard. Et c'est là que l'amour pour la photographie a été renforcé? Ça a été renforcé. Et j'ai commencé avec lui. Qu'est-ce que Bossard a de particulier qui t'a séduit et qui t'a dit que, tiens, c'est un domaine dans lequel on peut investir? Déjà, peu importe là où il est, il s'habille très bien. Et il a ce respect que les gens le donnent quand il est quelque part. Voilà. Et donc, tu t'es dit que si on respecte autant Bossard, donc, si je suis photographe, on peut aussi me respecter si j'ai un bon mentor. Oui. Donc, Bossard est ton mentor, apparemment. Mais est-ce que aujourd'hui, tu as ta boîte que tu gères toi-même, aussi, parallèlement, en dehors de tes activités avec Bossard, c'est qui le soutient derrière? Parce que on est aussi dans l'audiovisuel aussi ici à Esaü, on forme aussi en cinéma et autres. On a quand même une idée un peu des coûts du matos. C'est beaucoup d'argent. Alors, qui t'a subventionné pour la création de ta boîte? C'est papa. Papa. Oui. Il a cette... je ne sais pas, mais papa croit énormément en moi et il croit en mes rêves. Du coup, il s'investit énormément dedans avec moi. Il n'y a pas ce projet que je prends et que je n'arrive pas à finir avec lui. Il est toujours derrière, constamment derrière moi, en train de me motiver, peu importe ce qui... Dès qu'il y a un nouveau truc qu'il voit, il me dit, ah, est-ce que ceci c'est... Qu'est-ce que tu penses de tel appareil? Qu'est-ce que tu penses de tel matériel? Voilà. Donc, il est toujours là. Et là, aujourd'hui, tu as un studio photo, vidéo ou photo? Non, photo, vidéo. Photo, vidéo. Oui. Et donc, quel que soit, j'allais dire, le terrain sur lequel tu es sollicité, tu peux répondre. Je réponds. Donc, tu as des drones? Les drones, disons que je les loue encore, mais pour le moment, j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, appareil photo, caméra et tout. Oui. Mais lorsque tu te retrouves parmi tes jeunes, tes amis, tes frères, autres, que ce soit à l'école ou dans la vie active, comment tu les vois, comment tu penses que toi, déjà tu as quel âge déjà, si tu peux me permettre? 21. À 21 ans déjà, tu as un amour pour la photographie. À 21 ans déjà, tu es déjà patron d'une boîte de photographie, de photos vidéo. Oui. Tu as le goût pour l'entrepreneuriat. Tu as la passion de découvrir comment on peut réaliser un film, comment on peut monter un film. Alors, est-ce que tu penses que les autres jeunes sont dans le même film que toi? Disons que oui. Déjà, je ne m'entoure pas... C'est oui ou non, ou bien quoi? Oui. Déjà, tu t'entoures pas, oui, vas-y. Je ne m'entoure pas de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même vision. Et si tu traînes avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi, je pense que tu peux chuter. Donc, je ne traîne pas avec tout le monde. Et tous ceux avec qui je suis sont dans la même lancée, dans la même vision que moi. La même vision d'aller de l'avant, d'aller très loin. Oui. Et lorsque tu arrives à effectuer tes prises de photos, est-ce qu'il t'arrive parfois de soumettre à appréciation tes images à Bossard ou peut-être à même d'autres photographes qui ont quand même une certaine renommée? Oui, oui, oui. Que ce soit à Bossard, que ce soit à Fréjus Fiossi, Fiossi, oui.
du nom de Le Miroir. Le Miroir, Voilà. tout à fait. J'ai l'habitude de le faire parce que je me dis avoir plus d'appréciation des gens qui sont dans le domaine avant toi. Ça aussi, ça aide beaucoup. Et je continue de m'améliorer avec eux quand même. Mais lorsque tu soumets, c'est la question là où j'allais en venir, Oui. lorsque tu soumets tes œuvres, Oui. qu'est-ce qu'ils te disent? Monsieur Stéphane Bossa, lui, il a l'habitude de me dire, tu peux mieux faire. C'est bon, mais tu peux mieux faire. Je ne te vois pas à ce niveau. Je te veux encore un peu plus devant. Mais sur le plan des valeurs de plan, Oui, ça va. des postures et autres, là, il n'y a pas à redire par rapport à ça. Non, c'est souvent au niveau de mes retouches et des recadrages. Au niveau des retouches et recadrages que tu as des problèmes. Mais sur les valeurs de plan à prendre, il n'y a pas Tout de point de ça, jour. Non, c'est bon. Tout ça à ce niveau, c'est bon. Oui. C'est bon déjà. Mais tu as appris la photographie à ISMA et également chez Stéphane Bossa, ou bien tu t'es appliqué sur le tard? Non, je n'ai pas appris la photographie à ISMA. Et je l'ai appris au niveau de Stéphane Bossa et aussi avec quelques tutoriels que je suis sur les réseaux. Quelques tutoriels sur les réseaux. Oui. Et déjà à 21 ans, j'ai ouï dire la dernière fois que tu as reçu un prix. Oui, j'ai eu un prix en Côte d'Ivoire pour Reflection Week. Il y a 2 semaines de cela. Il y a 2 semaines de cela. Et ce prix, quelle est sa symbolique dans la carrière de photographe? Pour moi, déjà, c'est mon premier prix. Donc, ça montre que ce que je fais, c'est reconnu, pas seulement dans mon pays, mais aussi à l'extérieur. Et que j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que je compte recevoir encore beaucoup d'autres prix. Beaucoup d'autres prix. Mais comment ils ont pu t'identifier depuis la Côte d'Ivoire? J'ai un correspondant en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé un lien et m'a proposé de m'y soumettre et tout. Donc, ce que j'ai pu faire. C'était une compétition? Oui, c'était une compétition. Ce que j'ai pu. Et je dois envoyer des photos qui doivent sélectionner. Si c'est bon, je suis retenu et tout. Donc, des photos que tu as prises pêle-mêle ou bien des photos par rapport à un événement précis? Non, des photos que j'ai prises surtout au niveau de la mode. Ok, oui. Des mannequins. Oui, et tout. Donc j'ai soumis et je pense que ça fait 2 semaines après, ou oui, 2 semaines après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que j'ai été retenu parmi les sélectionnés de l'événement. Donc je pense qu'on était 6 à 7 photographes. Donc après cela, il doit y avoir une période. Il y avait 2 Béninois. Vous étiez 2? Oui, on était 2. Après cette période, c'était les votes qui ont commencé. Il fallait voter et tout. Donc, c'est de là que j'ai eu la première place sur l'événement en tant que photographe. En tant que photographe. Oui. Et lorsque tu as eu ce prix, qu'est-ce que papa a répondu? Papa était fier et il a coulé les larmes. Les larmes de joie. Maman aussi, même chose. Et moi, je me sentais... réconforté? Oui, je me disais que... Ben, je ne sais pas, j'avais ce sentiment en moi qui me disait que je peux encore ramener plus grand. D'où je me suis encore inscrit à une autre compétition, les Oscars de la photographie africaine. Ça se déroule au Togo. Et même chose, j'ai été sélectionné et mes photos sont déjà sur leur page et tout. Donc j'attends le moment des votes et renforcer encore beaucoup plus. Renforcer encore beaucoup plus. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes un peu le monde du showbiz, parce que les photographes, généralement, vous êtes beaucoup plus exploités dans ce domaine-là. Tout à l'heure, dans les coulisses, tu étais en train d'échanger avec le grand frère Francis Saroyo et bien d'autres. Est-ce qu'il t'arrive parfois de prendre des initiatives, d'aller faire des photos juste pour t'appliquer et également pour avoir des images qui peuvent qui peuvent enrichir ton palmarès demain? Par exemple, aller à la cérémonie d'investiture, peut-être aller à un concert, est-ce que tu arrives à te lancer dans de telles activités ou peut-être à visiter un artiste peintre et photographier des œuvres? Oui, déjà, je peux dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure au grand frère, ou mon père même, si... voilà. Tout à fait. Voilà. C'est ça, au certain âge, oui. J'ai été sur l'investiture, mais pas à mon propre compte. J'ai été envoyé par Stéphane Bossa
que j'ai eu appris des photos des personnalités qui y étaient et tout. J'ai appris la photo de la première dame qui a beaucoup circulé sur même les réseaux récemment. Donc, je passe souvent sur ce genre d'événements grâce à lui et les contacts aussi de papa. Mis à part ça, en réalité, Stéphane te permet de t'appliquer réellement. Voilà, de m'appliquer. De perfectionner. Voilà, il m'envoie beaucoup sur le terrain pour juger mon niveau et tout. Mis à part ça, moi-même, il doit quand même être assez bienveillant, Stéphane Bossa, parce que c'est rare de voir papa des aînés qui voient en tant que jeune, tu allais à ta boîte et il te laisse encore travailler encore pour lui, pour t'appliquer pour ta boîte. Oui, il le fait et moi-même, ça m'étonne souvent de le voir autant sur moi. Vous n'êtes pas parenté? Non, on n'a pas de lien de parenté. C'est quand même bien. Il est tout le temps derrière moi quand même. Tout le temps derrière toi. Oui. Alors aujourd'hui, lorsque tu vois un peu ta carrière qui a bien débuté, autant pour moi, sur les chapeaux de roue, lorsque tu vois un peu l'avenir devant toi, 21 ans, tu es encore très jeune, tu as encore plusieurs décennies de vie, tu as encore toute une carrière à façonner, à modeler. Quelles sont tes espérances, tes aspirations? Je compte finir mes études en réalisation l'année prochaine et voyager si possible et aller. Comme on le dit, la France c'est le berceau, c'est là-bas est né le cinéma. Donc pourquoi ne pas aller là-bas pour plus me perfectionner dans le domaine de la photographie surtout et revenir servir mon pays dans mon domaine. Mais ta boîte, quand tu vas voyager, tu vas la laisser à qui? Non, la boîte est toujours sur pied. J'ai des collaborateurs avec qui je travaille et en qui j'ai confiance. En qui tu as confiance. Et comment se passe la collaboration avec les collaborateurs? Est-ce qu'il y a pas parfois quelques achoppements, parfois quelques soucis? Parce que c'est quand même difficile de gérer les hommes. Parce qu'en tant que patron, tu vas être confronté à cette difficulté de gestion des hommes. Parce que les éducations sont différentes, vous venez de divers horizons. Alors comment tu arrives tout jeune, à 21 ans, je précise encore ce âge encore, à gérer tout ça? Je veux pas dire que c'est facile à gérer, surtout que je suis aussi très jeune, comme vous l'avez dit. Mais comme je le dis, je parle beaucoup avec mon père qui me conseille. Donc, quand j'ai quelques soucis, j'arrive à lui écrire et il me donne des astuces que je peux appliquer pour que ça aille toujours mieux. Par exemple, récemment, j'ai eu un problème avec quelques personnes de mon entreprise et tout. Et ça, s'est pas bien déroulé, mais au final, on s'est entendu et bon, actuellement, ça va. Actuellement, ça va. Oui. Qu'est-ce que tu as dit aux jeunes par rapport à l'entrepreneuriat? Par rapport à l'entrepreneuriat. C'est facile? C'est aisé? C'est pas facile. Mais il faut le faire. Facile, mais il faut le faire. Et je pense qu'on peut le faire juste quand on a la passion de ce qu'on fait en fait. Parce que si tu n'as pas la passion d'un truc et tu te lances dedans, je pense que tu vas vite te lasser. Moi, je ne me lasse pas parce que je sais que de grandes choses viendront devant et je continuerai à investir, que ce soit moi ou dans tout ce que je fais. Merci, c'est ma belle Isaac Amadou pour ce moment d'échange. Je crois qu'on aura encore d'autres occasions, assurément pour se découvrir davantage. Merci pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, c'est ma belle Isaac Amadou, jeune photographe à 21 ans, comme vous l'avez bien su l'écouter. Il est jeune patron d'un studio photo-vidéo à 21 ans. Il a eu, par exemple, à couvrir l'investiture de l'actuel président de la République, Kossim Romuald Wardani. Il a eu à prendre la première dame en photo, des images qui circulent et qui font sa fierté et celle de son père qui constitue pour lui son véritable pilier. Il a eu déjà à obtenir hors de nos frontières, déjà en Côte d'Ivoire, un prix qui est le premier de sa carrière. Le jeune se dit très engagé, très déterminé à pouvoir quand même bâtir une carrière axée sur des lendemains élogieux et plutôt glorieux. Chers amis internautes, à présent, on va vers une autre gloire, je dirais même une célébrité du Bénin, parce que les artistes peintres au Bénin, on peut en compter au bout des doigts. Il a pour nom Victor Urbain Francis Arroyo, c'est un artiste plasticien
Son art quand même séduit, son art fait fondre pour tous ceux qui sont passionnés de l'art. Il sera là dans l'instant prestige, d'un instant à l'autre, pour nous parler de lui, de son atelier et également de son secteur. L'instant prestige avec Victor Urbain Francis Arroyo. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir dans ce studio de ZAE-TV. Vous êtes artiste plasticien. D'entre les jeux, vous allez expliquer à nos amis internautes qui ne savent pas ce que c'est qu'un artiste plasticien. C'est quoi? L'artiste plasticien, c'est quelqu'un qui travaille l'art. Ce n'est pas le plastique, objet plastique comme au récipient. Hein. C'est la peinture. Travailler sur toile ou sur support, ça dépend des supports. Le bois, le papier, le mur, pour les fresques, tout ça là, et pour les graffitis. Voilà, l'artiste, celui qui fait de la beauté, qui transpose une image sur un support précis. C'est ça, l'art plastique, l'augmentation de la lumière à un objet précis, un support. Voilà, c'est ça. Quelle est sa place dans le macrocosme de la culture? Toute notre culture, si je vais me calquer sur notre culture béninoise, est art plastique. Les danses cérémonielles, la beauté de la nature est déjà de l'art. La beauté, c'est tout ce qui est nature, tout ce qui est autour de nous, notre environnement est artistique, est beauté, est image, est admiration. Voilà. L'art dans la nature, l'art dans notre culture, toute notre culture, tout le vestimentaire, notre façon de nous habiller. Quand on rentre en royauté, en milieu traditionnel, le paille noué de la femme. Torse nu, paille nouée, il y a plusieurs techniques de nouer le paille des femmes, ou à la taille ou à la poitrine pour cacher les seins. C'est déjà de l'art. L'élégance du paille de la femme, c'est déjà de l'art. Le regard de la femme coiffée en natte ou tissée avec des fils traditionnels, c'est de l'art. Le clin d'œil de l'homme tout court qui observe un animal, le singe sur l'arbre ou le poulet qui se bat, c'est de l'art. La cuisine, c'est de l'art. D'où est-ce que l'artiste plasticien puise son inspiration? L'artiste plasticien puise son inspiration dans la nature tout court, dans tout ce qu'il observe autour de lui. Moi, mon inspiration vient du néant, du vide, de la nature, les arbres, les branches qui frémissent, le vent qui souffle, les vagues de la mer, tout ça, c'est de la beauté et c'est de ça vous inspire? C'est de l'inspiration en permanence. Avant de parler profondément de vous, y a-t-il une différence entre artiste plasticien et artiste peintre? Plasticien, peintre, c'est la même chose. Peintre, il y a peintre bâtiment, il y a peinture de bâtiment, peinture auto, mais peintre, artiste plasticien, c'est l'artiste qui fait de l'art visuel. L'art visuel, c'est lui qui fait il y a l'art visuel, la peinture, il y a le cinéma, la photographie et les trucs ordinateurs aujourd'hui, mais le plasticien, c'est celui qui ajoute, qui apporte une touche sur un support une matière, voilà. Alors, Francis Arroyo, à quel âge vous avez découvert le goût à l'art? J'ai découvert le goût à l'art à partir de 7 ans. 7 ans? J'étais tout petit, à travers la chanson, la chorale. Et enfant de chœur en paroisse, j'ai commencé par apprécier l'art vestimentaire clérical. Enfant de cœur, j'ai découvert l'art, la beauté de la peinture à travers les vitraux des églises, les ornements sacerdotaux. Voilà. Et comment ce goût-là a commencé par se matérialiser petit à petit? C'est à travers des dessins, à travers quoi? À travers les petits dessins de cahiers de choix de classe pour les examens, le certificat primaire, d'études primaires à l'époque. Donc, pendant que vous alliez, ou vous étiez candidat pour le CP, vous faisiez déjà des cahiers de choix? Je faisais des cahiers de choix aux amis que je vendais. Je ne me rappelle plus du prix, 100 francs ou 200 francs à l'époque. Hein. Là, on était en quelle année? Dans les années 76,
75, 76. J'imagine où est-ce que... J'étais tout petit. Et je grattais déjà la guitare. Tout petit, je jouais la guitare. J'ai joué la guitare au CEP en 77, 78, j'ai joué la guitare à l'oral. Alors, lorsque vous avez passé le cap du CEP, vous êtes allé au collège après, vous avez fait l'université? J'ai fait le petit séminaire, je voulais devenir prêtre. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la peinture n'a pas marché avec non, pas le du séminaire tout. ou bien quoi? Le séminaire, c'est une formation rigide, c'est académique, c'est purement universitaire, c'est la discipline, c'est exactement comme dans l'armée, l'obéissance, la soumission. Et Francis était indiscipliné, c'est ça? Plus ou moins, je parlais trop, j'étais un peu récalcitrant, je n'apprenais pas bien mes leçons là-bas, c'est l'assiduité au travail, voilà. J'étais dispersé. Et vous avez quitté le séminaire en quelle classe? J'ai fait le petit séminaire juste, je préfère me camoufler derrière. Vous avez fait juste le petit séminaire. Voilà. Et vous avez fui le grand séminaire? Le grand séminaire, c'est comme l'université. Le grand séminaire, c'est comme l'université. Il faut faire des années de philosophie, années de théologie. Et puis, mais est-ce qu'après, dans la vie courante, est-ce que Francis Arouyo a fait des études d'université après? Non, je ne suis pas allé à l'université. Je me suis arrêté au niveau bac. Je ne suis pas allé à l'université. Et comment vous avez eu le bac en quelle année? J'ai passé mon bac en 1988, 89, 88, 89, voilà. disons quand même 90. Voilà. Alors de 90 à ce jour, comment Francis Arouyo a pu gagner sa vie? J'ai gagné ma vie à travers la photographie, tout doucement. Ah donc aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir 2 photographes alors. J'étais photographe amateur au niveau du ministère de l'Environnement. Au niveau du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que vous appelez photographe amateur? Ce n'était pas un professionnel reconnu de carrière. Enfin, je m'amusais à faire des photos, je savais bien retrouver les angles et ce que je faisais plaisait. J'ai suivi le ministre Arouyo au ministère de l'Environnement pour cette tournée ministérielle en collaboration avec Philippe Nsek qui était chargé de la communication. Donc je travaillais étroitement avec Philippe Nsek à l'époque au ministère. Voilà. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous avez fait cela de 90 jusqu'en quelle année? La photographie, j'ai laissé juste en 95-96, j'ai laissé abandonner timidement la photographie pour la peinture. J'essayais déjà la peinture depuis mon jeune âge, mais j'ai développé plus ma peinture à partir des années... Mais qui vous a encadré par rapport à la peinture? À la peinture, j'ai commencé quand... j'ai quitté le petit séminaire pour Abomey. J'ai travaillé avec l'atelier de Yves Pédé qui était dans les tentures, qui faisait des tentures. Il était tenturier, et avait un regard sur l'art, un plasticien mais tenturier. Et Las Dolas, il y a un monsieur qui s'appelait Las Dolas à Abomey, et Zossou Gratien, le doyen Zossou Gratien qui est peintre plasticien aussi, il était résident à Abomey. Il me suivait, il connaît bien mes débuts, il me donnait des conseils, vas-y. Je travaillais sur des toiles noires avec l'aquarelle tout blanc. Voilà, le premier tableau était acheté par Adjagodo, Martin Adjagodo, au motel d'Abomey. Au motel d'Abomey. Voilà, mais Yves Pédé m'a donné le goût de la peinture avec le sable des forages de puits d'Abomey. Les puits d'Abomey sont des puits très profonds. Et j'ai travaillé avec les sables recueillis dans les profondeurs des puits. C'est avec ça qu'on travaillait sur des comptes plaqués, les différentes couches de sable de couleur rouge, bleu. C'était étonnant, mais on avait des variétés de couleurs de sable qu'on relevait pour peindre des tableaux. Pour peindre des tableaux. Et en ce moment, c'était vendu? C'était vendu. À combien? C'était vendu à 1000 francs, 2000. 3000, ce n'était pas des grandes toiles, mais la première toile que j'ai vendue à M. Adjagodo, c'était à 60 000, je crois. Un format 40-50. 40-50. Voilà. Et de 95 à 2026, vous n'avez fait que de la peinture? La peinture nourrit son âme. Ça nourrit son âme. Le style a évolué, je suis rentré
j'ai participé à des ateliers, des résidences en Europe quand je vais pour... Vous n'avez pas voulu refaire encore de la photographie encore à côté, non? Non, ça perd sa valeur avec l'avènement des portables. Tout le monde est photographe. Tout le monde est photographe. Quoique j'ai des appareils de grande résolution sur moi, hein, c'est une passion. C'est inné en moi, donc j'ai gardé le... Donc ça veut dire qu'on va demander au petit Abel de venir chez vous pour avoir quelques instructions. Avec plaisir. Alors, Francis Aoyo, puisque vous le dites ainsi, lorsque je parcours votre catalogue, il y a une première chose qui frappe. La préface, elle est signée d'un grand homme, un homme quand même qui est président de la République du Bénin aujourd'hui, Romuald Wadaï. Alors, lorsqu'on voit tout de suite ça, préfacé par Romuald Wadaï, parce que c'est pas n'importe quel artiste qui peut avoir sa préface ou bien qui peut avoir son catalogue préfacé par Romuald Wadaï. Il a fait, ça c'est sûr qu'il a fait avant d'être président de la République. Oui, juste un peu avant d'être président de la République. 3 ans avant d'être président de la République. C'est un privilège pour moi. C'est un grand privilège. Oui, en tout cas. Romuald Wadaï est un homme de vision, un grand homme de vision. Tu es un gros client ou un grand client? Un grand client. Pas un gros. Un gros grand client. Un gros grand client. Un gros grand Donc, client. il est un grand consommateur de vos œuvres. Il consomme sans limite. Il consomme ça. Il est d'une générosité inquiétante. Ah, il est d'une générosité inquiétante. En tout cas, je le dis et je l'assume. Ah bon? Ah oui. Je répète, vous dites qu'il est d'une générosité inquiétante. Voilà. Est-ce à dire qu'il fait partie des gens qui vous soutiennent, qui vous tiennent? Il tient, il soutient, il porte. Il vous porte. Il porte. C'est un homme de vision et je pense que je rêve qu'avec lui, on pourra aller loin. Vraiment aller loin. Ensemble avec mes confrères artistes, on ira loin. Vous irez loin. Oui. Et là, je suis tenté par ma petite curiosité de savoir, vous l'avez connu en quelle année? Je l'ai connu il y a précisément 10 ans. 10 ans. Il fêtait ses 40 ans. Je suis allé faire éruption chez lui à la maison. J'ai encadré son garçon en art qui est très brillant. Il fait de très belles choses. Ah bon? Oui, il fait de très belles choses. Je l'ai encadré un peu en dessin, occuper ses vacances à la maison pour faire... combler la vie de vacances ou les temps morts. Donc ça, vous faites cela également, vous encadrez les enfants en dessin? Non, pas vraiment, mais à titre exceptionnel. Les amis m'amènent les enfants que j'occupe pendant les vacances, ou 2, 4. Et quel est l'ami qui vous a conduit vers Romuald Wadaï? J'ai une amie qui est... Est-ce qu'il faut tout dire sur un plateau, justement, parmi la curiosité. Parce que je suis sûr que parmi ceux qui nous suivent là... Quelqu'un a dû voir mon tableau, a dit, ah tiens, il est passé rapidement dans un bureau, il a dit, mais qui c'est qui a fait cette œuvre? Elle est parfaite, elle est chouette, c'est bien fini. Je veux bien voir cet artiste. Et la personne m'a fait appel pour dire, ah, Francis, le patron veut te voir. Je dis, qui? C'est qui le patron? Dit, le ministre. Il dit, mais avec plaisir, on a échangé, et puis... Il connaît les parents, il connaît déjà le ministre Aoyo qui est un grand-parent à moi, et puis c'est un frère à moi. Il dit, ah mais tiens, je connais certains Aoyo, mais voilà, je voudrais vous solliciter pour occuper. Mon fils a fait quelques peintures, il s'essaie à l'art, il est très 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 bien, et voilà, on s'est amusé pendant les vacances, des touches sur papier, qu'on a acheté des papiers canson. On a gaspillé un peu de papier, de peinture, c'était formidable. C'est une expérience qu'il faut faire et qu'il faut reprendre. Donc le petit Romuald Wadaï, oui, un grand peintre en devenir. Le talent est dans la famille. Le talent y est. Mais de 1995 à ce jour, qui sont ceux qui vous ont véritablement soutenu? Parce que au Bénin, lorsque je vois par exemple cette toile-là, il n'y a que les élites qui en connaissent la valeur. Quand le travail est bien fait, et même si tu es dans un petit trou de Toumi, tu vas être déniché. Les gens viendront à ta recherche, te sortir de ta léthargie et te révéler au grand public. De 95 à ce jour, ils sont légion. Beaucoup de cadres. Je suis dans presque... Quelques-uns. Est-ce que je peux citer de noms pour ne pas faire des jaloux? Je suis présent... Mais les plus emblématiques. J'ai le président Soglo, j'ai décoré la mairie de Cotonou. Le président Soglo, il en consomme beaucoup? Ah, il en consomme, mais quand tu présentes une œuvre au président Soglo, une œuvre abstraite, il n'est pas trop dessin, il n'est pas trop figuratif. Tu présentes une œuvre abstraite au président Soglo, mais quand il se met à te décomposer, à te décrypter ton œuvre, tu croiras qu'il est le peintre, l'auteur de la toile. C'est formidable. C'est un homme de culture, de grande culture, que je respecte. Vous respectez je salue beaucoup. Au passage. En dehors de lui, qui est également au Bénin, qui est friand des tableaux?
Ils sont un certain nombre. Le président Talon en achète. Le président Zinsou est allé me voir, paix à son âme, est allé me voir à l'atelier. Le président Djavon, Léadi Ganiou, le président Djogbenou. Il y a un nom que je n'ai pas encore entendu, Adrien Oumbedi. Le président Adrien Oumbedi, bien sûr, depuis l'Assemblée nationale. Le président Adrien Oumbedi, Serpo Tidjani, qui m'a exposé à Paris. Ils sont légion. Ils sont légion. Mais il y a une question que ceux qui n'ici connaissent pas se posent comme question. Lorsqu'ils voient par exemple un fin connaisseur debout devant un tableau pendant quelques minutes en train de contempler l'œuvre, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils tentent à percevoir ou à percer? C'est la muse qui inspire l'artiste à peindre, à transposer son idée sur une toile ou un support, même dans une sculpture, une pièce de récupération. C'est un message qui C'est un message. Chacun lit son message. Même si c'est un dessin, une femme qui porte une calebasse ou une petite bassine sur tête avec un morceau de pain dedans, ça parle. Il y a une énigme qui est dégagée qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à lire. On n'arrive pas à expliquer. Ça vient du dedans, et du dedans vers le dehors, du dehors vers l'intérieur. L'introspection, on n'arrive pas à... C'est une énigme. C'est le mot fort qu'il faut placer. Est-ce qu'une toile peut avoir plusieurs interprétations? Bien on peut sûr. varier d'interprétation en fonction de celui qui est devant elle. Bien sûr. La lecture est plurielle. Devant un tableau, la lecture est plurielle. Je peux peindre un tableau dans le jaune. Quelqu'un dira, le jaune, c'est la jalousie. Quelqu'un dira, le jaune de Cotonou, avec la couleur des émidians. Ça, c'est poussin. Ça, c'est trop chaleureux. C'est le soleil. C'est brillant. Ça me repousse. Ça m'attire, ça me perturbe, ça m'excite. Tu as toutes les interprétations Est-ce qu'il possibles. vous arrive d'avoir des clients qui sont un peu particuliers, des gens qui vous poussent dans les retranchements de votre art, de l'exercice de votre art, des gens qui vous disent « je veux un tableau de telle sorte, je veux qu'il y ait tel message » et qui vous amènent à vous surpasser dans l'art? Bien sûr, il y a certains gens qui veulent des tableaux dans... Je fais Un nom? Un nom. On est curieux. Oui, quelqu'un qui parfois, il vous voit peut-être, je prends peut-être par exemple, il dit, bon voilà ce tableau que vous avez peint, mais moi j'aurais bien aimé un tableau de ce genre, mais peut-être avec ci ici, ça ici, je veux ci ici. Il vous demande peut-être presque l'impossible, mais une fois l'œuvre finie, vous vous dites, mais il m'a amené quand même à faire quelque chose de grand. Oui, là ils sont toujours légion, ils sont nombreux. On sent que Francis Aoulou ne veut pas donner des noms. Non. Mon ami Taquin Jacques Okoumassou, par exemple, est journaliste, mais très connu, très maniaque dans l'art. L'actuel ministre de l'Environnement, de l'Habitat et des Transports, Georges Allais, très passionné de la peinture. José Tonato, très passionné de la peinture. Le Bénin regorge de talents, de visionnaires, de passionnés de l'art et qui ont des couloirs, des styles qu'ils préfèrent. Et quand c'est le dessin, que le dessin soit bien épuré, bien fini, bien précis, que les lignes soient... Donato est un architecte, donc il sait tracer les courbes et distinguer le cercle du triangle. Voilà. Donc, mais un tableau peut être acquis à combien? Par exemple, je montre par exemple celui-ci. On peut l'acquérir à combien? Celui-là, par exemple, il faut au moins 6 000 € pour l'avoir. Pourquoi 4 millions? 4 millions. Au Bénin? Oui, 4 millions. Bon, c'est ce qui... Oui, mais pourquoi l'évaluation est faite en euros? Non, c'est juste... C'est une déformation. Les grands clients sont européens? Les grands clients sont plus africains qu'européens. Ah bon? Les Européens se plaignent beaucoup. Oh, celui-là est beau, mais bon, on a limité, on te fera 3 chèques, 4 chèques, tu n'entendras pas ça au Bénin. Le Béninois, ça l'accroche, il achète. Voilà. Les gros clients sont les plus en Afrique, nous vendons plus en Afrique qu'en Europe. Alors, ce domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, oui. Est-il confronté à des difficultés? Oui, difficulté parce que le pouvoir d'achat est faible au Bénin. En Afrique, dans certains pays africains, ça perce. En Côte d'Ivoire et à Mais lorsque vous vendez Dakar. par exemple un tableau à 6 000 €, vous voulez en vendre combien l'année?
Ah, ça dépend, hein, tu peux vendre 4, 5, 6, hein, même 10, hein, ça dépend de qui tu tombes et qu'est-ce que c'est comme à la roulette russe, hein, on pourrait dire. Ça dépend de comment s'est présentée l'œuvre. Hein. Il y a les Béninois qui consomment, hein. Mine de rien. Les Béninois ils sont bons, ils consomment l'art, ça vient. Ça vient avec la nouvelle politique du gouvernement qui met en valeur les artistes avec la Galerie nationale. On a un projecteur sur l'art contemporain, l'art africain contemporain, l'art plastique et les sculpteurs. On voit des tableaux, par exemple, dans les couloirs de notre président de la République. Est-ce que vous n'avez pas plu de faire un tableau et de l'envoyer à la présidence de la République pour qu'il figure dans les couloirs? On ne débarque pas dans un milieu officiel comme ça. Justement. Il faut être sélectionné, il faut des techniciens. Mais à entendre un peu dans votre clientèle, vous avez quand même des noms qui ne sont pas des moindres, qui peuvent vous obtenir peut-être cette faveur pour qu'on puisse savoir qu'au Bénin, on a un artiste, Francis Aoyo, dans le couloir de la Marina, il a quand même ses œuvres. Oui, c'est tellement que j'ai une pièce là-bas, je ne sais pas, il y a eu des acquisitions dans mon atelier par la Galerie nationale, je ne sais pas où les pièces chutent après, ou c'est au Sofitel, ou c'est à la présidence dans un bureau ou dans un couloir, je ne peux pas savoir. À la Cour constitutionnelle, je suis présent, voilà, par exemple. Je suis dans plusieurs institutions, dans les banques, dans des résidences de personnalités, chez presque tous les chefs d'État béninois. Et qu'est-ce qui vous manque dans votre secteur aujourd'hui? Il nous manque une galerie nationale qui pointe le nez bientôt et le quartier culturel sera mis en place par le gouvernement béninois. Ça va être un bijou. Déjà, la maquette, ça va être du waouh. Hein. Je crois qu'on fera... cette affaire fera date dans l'histoire. Hein. Ça va être un bijou pour le Bénin et pour la sous-région. Dans le domaine, vous êtes combien approximativement au Bénin? Là, nous sommes bien nombreux. Il y a les jeunes talents qui émergent plus. Doit être autour de 400-500 béninois peintres. Hein. Mais il y en a qui c'est à des degrés donnés. Mais de votre génération à vous êtes combien? De notre génération, je ne peux pas compter tout le monde. Il y a Fadairo, il y a Romia Drazoumen, il y a Baye Philippe, les Charlie d'Almeida et Chief viennent juste, ils sont dans la cinquantaine, ils viennent après nous. Zinkbe, nous sommes quand même pas, nous ne sommes pas légion, mais nous sommes une cinquantaine quand même. Alors, avant de clore cet entretien, j'ai quand même invité nos amis internautes à suivre cette immersion qui nous a été possible grâce à Anaël Vianidou dans votre atelier. On suit et on revient ensemble pour conclure. Ces deux tableaux, deux diptyques, j'ai réalisé cette pièce avec la latérite prélevée sur le site de la bataille de Canaan à Canaan. Donc, il y a la latérite d'Abomey. Un regard de braise, un sabre maculé de sang et un cri de liberté. Cette œuvre monumentale, signée Francis Aoyo, retrace l'histoire des Agoudiers, les femmes guerrières du roi Béonzin. Elle rend un hommage vibrant aux Amazones du Dahomey. L'artiste y bouscule les codes en mariant une peinture aux pigments vifs à une installation au sol faite de bois brut. Agoudier, c'est un cri de détresse, c'est un cri d'engagement et de guerre. Voilà. Elle a ce couteau qu'elle a en main, on appelle ça Goubassa. Mais dans cet atelier, on ne retrouve pas seulement ce tableau. D'autres comme celui-ci attirent également l'attention. Béonzin est grand, c'est un grand homme reconnu de par le monde entier. Voilà, c'est un vaillant béninois, un panafricaniste hors pair. S'il faut parler de panafricanisme, il en fait partie, c'en est un, de grande facture. Voilà. Sur cette pièce, il y a des objets plus ou moins sacrés. Cette perle est la perle de mon arrière-grand-mère à Gokwanou, par exemple. Donc ça vient de... Je ne sais pas si c'est venu de la Martinique, parce qu'elle n'avait pas travaillé au Bénin. Elle a vécu en Martinique avec son père, où elle est rentrée avec beaucoup de biens, des perles, des bijoux. Voilà, j'ai hérité curieusement de ça. C'est pourquoi j'ai placé la perle, cette perle rare, sur la toile de Béonzin, qui confère toujours l'énergie familiale, l'énergie royale à l'œuvre. Voilà, c'est des pièces uniques. Cette fureur de créer et ce besoin de raconter l'histoire ne date pas d'hier. Pour Francis Aoyo, tout commence au Bénin, au cœur de ses propres racines. Descendant de la lignée royale du roi Béonzin, il forge son art dès son plus jeune âge. Il fait de chaque coup de pinceau un acte de mémoire culturelle. Il n'y a pas de hasard. En milieu traditionnel, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai hérité de l'art du roi Glélé, qui est un grand artiste, compositeur. Donc je fais de la musique et en même temps l'art. J'aimais tout ce qui est beau,
Je savais disposer des bichettes d'allumettes pour fabriquer des petits objets d'art, ramasser des bois, les ajuster, des morceaux de tissu de couleur et faire des petits tableaux, des cahiers de choix aux amis à l'école. Voilà, j'ai l'art dans le sang depuis le berceau. L'art a pris ce déclic dans les années 76, 77, à Porto Novo, tout jeune. Et après, une fois à Abomey, au petit séminaire, je m'amusais à griffonner quelque chose. Mais ça a pris vraiment corps à Abomey. Abomey dans les années 80. Dans les années 80. Avec Yves Pédé, mon aîné, paix à son âme. Il y avait un autre artiste à Abomey, Las Dolas, Akpanka, je crois. Voilà, ce sont eux qui m'ont encouragé. Et Gracien Zossou, il était à Abomey et il m'a dit, ah tiens, toi tu vas aller loin avec ce que je vois, avec tes traces sur toile, tes traces hésitantes vont devenir quelque chose, vont devenir des lignes droites et des courbes respectables et respectées. Voilà la blague de l'époque. Et puis, bon, tout un galet, je m'amusais à peindre avec le charbon noir ou le fusain que j'ai découvert après à Marseille. Voilà, la latérite toujours, le carolin, surtout le carolin, et les sables prélevés dans les forages depuis les puits d'Abomey sont des puits très profonds. Il y avait plusieurs couches de sable, des sables roses, jaunes, de verdâtre, de violacé. Et voilà, donc on agençait ces sables pour faire des petits dessins sur des ardoises, sur des morceaux de conte plaqués découpés. Donc mon art sur toile a pris corps vraiment dans les années 79, 80, du petit séminaire à Abomey. Voilà, j'ai commencé tout doucement et j'ai foncé jusqu'en 89, 90. Ça a pris vraiment corps. Mon premier tableau, je l'ai vendu à Martin à Diagodo à Abomey. À l'époque, il m'a donné 50 000 francs CFA, mais c'était beaucoup pour cette année-là, en 89, 88. 90, c'était beaucoup d'argent, c'était comme 1 million. Un art qui n'a pas de limite et qui est très perspicace. Je peins sur les thématiques, les scènes de société, la femme à la fontaine, sur le sida, la réinsertion des enfants de rue, les enfants abandonnés, la récupération de la matière tout court. Voilà. Il y a beaucoup de thèmes, il n'y a pas de thème. Mon art n'a pas de limite. Je ne suis pas canalisé, mon art n'a pas de limite. Je suis pluridimensionnel, je fais des dessins, je fais de l'abstraction, je fais des collages, je reste à plat parfois. Je suis rapide, je suis très rapide. La muse vient, je dépose. Mais une œuvre n'est jamais bien finie. Et on commence, on fait l'essentiel et on laisse la toile devant soi, on l'admire. Je n'ai pas de temps de repos pour moi, je n'ai pas de loisir en tant que tel. C'est une obsession. Je m'amuse à dire que l'art pour moi c'est de la drogue légale. Voilà, donc je peins à tout temps. Je quitte le sport le dimanche, je viens peindre. C'est aussi un homme qui détient plusieurs cordes à son arc. Je ne faisais pas que la peinture, je faisais aussi de la pâtisserie, des gâteaux. J'alimentais toute la ville d'Abomey avec des gâteaux. Le président Soglo en 90, à la transition, quand il venait à Abomey, je servais le gâteau au petit déjeuner du président Soglo. Voilà. Dans son pays, le Bénin, l'artiste est assez connu par ses œuvres dont chaque détail, chaque agencement et chaque alignement transmet l'histoire. Ses créations ont été collectionnées par plusieurs chefs d'État et cadres de la nation. Ils sont un certain nombre à me porter. Je suis président, c'est presque tous les présidents de la République. Le président Soglo m'a collectionné, j'ai été président chez le président Kérékou, le président Yahi, j'ai fait beaucoup de ses portraits, le président Ngweji me connaît, le président Amossou. J'ai décoré le bureau du président Ngweji à l'Assemblée à l'époque et à Porto-Novo en résidence chez lui. Il y a mes œuvres chez beaucoup de personnalités, d'autorités de ce pays. Le président Romiade, mon idole, mon grand ami que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, un monsieur très généreux, m'a pris des tableaux. Voilà. Et donc il a préfacé mon catalogue à l'époque. Notre amitié a une petite histoire qui date de 8 ans, 9 ans bientôt. Voilà. Francis Aoyo, ce nom ne résonne pas qu'au Bénin. L'alchimiste royal est aussi un habitué de plusieurs galeries à l'international et nourri de grandes ambitions.
J'ai exposé pour la première fois en France. Ma première exposition en France était au Pharo à Marseille, dans le cadre de l'installation du consul honoraire du Bénin, Stéphane Kouenossi. Donc j'ai exposé au Pharo, à la mairie de Marseille, et puis dans un restaurant à Marseille et au consulat de Bénin à Marseille. Après, je suis rentré dans la dynamique des foires, la foire de Paris, la foire de Marseille, la foire de Toulouse, de Lyon, les œuvres éparpillées dans plusieurs galeries de l'Europe. J'ai un projet d'exposition, une grande exposition pour révéler la culture d'Abomey, mon identité, et montrer ce que je fais. Beaucoup savent, mais il faut montrer au grand jour avec pompe et structuration ce qu'on s'est fait, et je pense y arriver sous peu. Malgré les réformes engagées par le président sortant Patrice Talon, des défis sont encore à relever dans le milieu culturel afin de révéler davantage l'art plastique béninois. Le milieu de l'art au Bénin est un milieu très difficile. Il faut avoir carapace dure pour faire de l'art au Bénin parce que ça nourrit très bien son homme. Ça nourrit très bien son homme, mais les acquéreurs ne sont pas légion. C'est un microcosme qui achète là. Tout le monde apprécie, mais le pouvoir d'achat ne permet pas aux uns béninois lambda de venir vers une œuvre d'art qui coûte par exemple 2 000 euros, 3 000 euros, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 500 000, même 400 000 déjà. Les gens commencent pas à réfléchir parce que vous connaissez le salaire au Bénin. C'est les chefs d'entreprise qui en achètent pour leurs bureaux, pour les entreprises. Et ceux qui ont vraiment le goût de l'art et qui ont les moyens n'hésitent pas à en acheter et ils nous encouragent vraiment. L'art nourrit son homme, mais le pouvoir d'achat au Bénin est faible. Mais comme c'est un microcosme qui achète. Le macro apprécie, mais le microcosme qui achète. Mais pas comme on le veut, mais ça vient tout doucement avec le rythme culturel que le président Talon a donné au Bénin et que le président Wadani va continuer avec tact et élégance. En ce qui concerne la préparation de la relève, l'artiste se confie. Ma fille dit qu'elle va devenir médecin. Alors mon garçon aîné est dans l'informatique et c'est pas si de l'informatique qu'il faut basculer dans la peinture. Il s'intéresse à l'art, mais lui voit que le volet événementiel, le volet communication de la chose. La petite essaie de pousser sa curiosité pour apporter sa touche sur des toiles, des supports en papier. Voilà, de dire que la relève est assurée de mon côté, je ne puis le dire avec certitude. La petite vient en mangeant, peut-être quand ils vont grandir un peu plus, avoir un peu plus de sagesse et l'esprit de discernement, ils pourront se décider de se mettre, de se jeter à l'eau pour faire de l'art ou faire la promotion de l'art. Entre l'intimité de son atelier de Cotonou et les galeries internationales, Francis Aoyo reste fidèle à lui-même, un chercheur infatigable. De ses années de séminaire à la consécration actuelle, son parcours témoigne d'une quête de sens permanente, car derrière chaque coup de pinceau, c'est l'homme, le père et le citoyen qui s'expriment, rappelant que l'art n'est pas seulement un métier, mais une manière d'habiter le monde et d'en préserver la mémoire. Et voilà, à l'instant, c'était dans vos studios. Lorsque vous recevez cet élément-là, quels sont les sentiments qui vous animent? Ça fait la chair de poule, je vois le portrait du roi Béanzin, mon aïeul. Ma grand-mère est de la dynastie royale Béanzin, donc je suis un produit fini de la grande dynastie royale Béanzin. Si le roi n'était pas porté en déportation, moi je ne serais pas né. Et le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Voilà. Et puis c'est une joie que de voir ces œuvres montrées comme ça, donner de la visibilité à l'atelier d'un artiste, c'est une grâce. C'est formidable, c'est beau, tout simplement beau, et j'en suis fier. Mais dans les coulisses, j'ai ouï dire qu'il y a des œuvres qui ont des prix presque inestimables, qu'on ne peut pas acheter. Oui, le portrait du roi Béanzin qui porte la perle de sa fille Agbokpanou, mon arrière-grand-mère. Comment je peux quantifier cette œuvre? Les sandales du roi que j'ai réalisées sur la pièce, ces sandales sont réalisées à partir d'un vieux sac de ma grand-mère qu'elle a porté quand elle était étudiante à Dakar, quand des sages-femmes
sac complètement atrophié, ramolli, que j'ai récupéré en pièces de récupération qui ont servi à fabriquer les sandales. Donc tout ça, là, ça reste dans la mémoire familiale, la mémoire royale, liée au roi. Ma grand-mère, petite fille directe, elle est née dans les mains du roi en Martinique en 1905, de fille à Bopano. Voilà, donc c'est une histoire, c'est l'histoire de sang. Comment est-ce que je peux vendre Sa Majesté? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pour faire un tableau, ça vous prend environ combien de jours? Je peins à l'acrylique et puis j'utilise des matériaux traditionnels, le kaolin, la latrite, la terre rouge d'Abomey, qui coûte très cher en Europe, encore par hasard. J'en ai vu dans un magasin de peinture en France, la latrite avec un peu d'eau. On me dit que le kilo me fera combien? 35 €, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça paradoxal. La terre rouge d'Abomey qu'on piétine à Ouida, à Calavi. Donc on utilise la latrite, le kaolin, l'indigo, les pigments, un peu de tout, le charbon, le fusain. Et après, les peintures conventionnelles, l'acrylique, qui est une peinture synthétique de l'Europe, de l'Occident, et puis voilà. Alors, Francis Arroyo, lorsque je regarde ce catalogue, à la page 48, j'ai Gaz 2, 2017, dimension 170 cm, 100 cm. Alors, ce tableau-là, si vous voulez le peindre, il peut prendre combien de jours? Il n'y a pas de jour pour finir une œuvre. Hein. Il y a la mise en place, il y a la toile qui... Mais disons que c'est une commande, par exemple, qu'on doit livrer exactement textuellement, comme ceci. En une semaine, quand on est rapide avec l'acrylique, parce que c'est une peinture qui sèche bien et vite. Alors, quand il faut être rapide, il faut faire le collage, s'il faut mettre la matière, les reliefs, en 4-5 jours, on peut travailler une semaine maximum. On peut faire la finition, les détails. On peut travailler rigoureusement en 2-3 jours. On peut faire déjà la mise en place, le collage. Et bien maintenant, mixer les couleurs et enchevêtrer les couleurs et faire, si possible, si c'est fait des aplats, en 3-4 jours. Mais s'il faut faire des rajouts et faire la finition dans les détails, l'artiste est gourmand. On a tendance à aller étape par étape. On laisse, on se retire, on va prendre un café. On va prendre juste notre breuvage à côté. Quel breuvage? C'est quoi le breuvage là? C'est des produits spéciaux? Non, un peu Posologie. Posologie comme whisky. J'aime bien. Mais un whisky local? Du local comme des importés, un verre de vin avec mon cigare à côté. Et puis voilà, une pipe. Il paraîtrait que les meilleures sources d'inspiration sont d'ordre tabagique ou éthylique. Bon, je suis certain. Moi, je ne me saoule pas, je reste dans la mesure, parce qu'on est un artiste éclairé. Mais lorsque vous y voyez de près, est-ce qu'il y a des noms, des artistes plasticiens de renommée internationaux que vous admirez et avec qui vous avez des contacts et avec qui vous collaborez? Bien sûr, j'ai pas de souci, je suis très ami à Romial, qui est cité en exemple de par le monde, connu des musées, des grandes galeries. Fadaero, le doyen Ludovic, j'ai eu le plaisir, l'honneur de les inviter à venir visiter mon atelier, voir ma technique, ce que je fais. Et c'était stupéfait, bien content, surpris de voir tout ce que j'ai comme tableau accumulé, réalisé. J'ai eu des félicitations de ces aînés. Et voilà, Otenia Dieudonné, qui est bien connu aussi à l'étranger. Il y en a qui sont discrets, qui travaillent dans l'ombre, qui sont percutants, mais très discrets. Voilà. Francis Arroyo, merci. Le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Je vous promets qu'on aura à se revoir encore pour parler toujours de l'art, pour en parler dans d'autres détails, parce que j'ai d'autres aspects sur lesquels j'aimerais quand même revenir, mais on n'est pas le temps. Peut-être d'ici un mois, on va revenir pour le même exercice. Merci à vous. Avec plaisir. Chers amis internautes, Free Week se poursuit. Très ravi de vous retrouver ce samedi 13 juin 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Au Nigeria, des manifestants réclament plus de sécurité dans la capitale, Abuja. On en parle dans cette édition. En République démocratique du Congo, des opposants ont été blessés lors d'une manifestation à Kinshasa. Plus de précisions dans cette édition.
Dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine a abattu des drones iraniens. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Nigeria, des tensions ont éclaté vendredi 12 juin 2026 à Abuja, où la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Les participants protestaient contre la recrudescence dans plusieurs régions du pays. Cette mobilisation traduit l'inquiétude croissante de la population face aux défis sécuritaires auxquels les autorités sont confrontées. Plus de précisions dans ce journal. À Abuja, la capitale du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants ce vendredi. Ces derniers défilaient pour dénoncer l'insécurité croissante et la vague d'enlèvements qui touche plusieurs régions du pays. Durant cette manifestation, organisée à l'occasion de la journée de la démocratie, les forces de sécurité ont bloqué l'accès aux zones proches de la villa présidentielle et ont dispersé une partie de la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Nous sommes sortis pour manifester contre nos dirigeants. Ils nous arrosent de gaz lacrymogène, mais ils n'en ont pas pour les bandits qui se cachent dans les buissons. Ils ont fait en sorte que nos agriculteurs n'osent plus aller aux champs. Je viens d'une région où il n'y a pas de paix. Je suis une représentante de l'État de Taraba. J'ai été témoin de nombreux meurtres. Beaucoup de vies ont été prises. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que ça suffit. Cette journée de la démocratie est dédiée à ceux qui souffrent aux mains des acteurs non étatiques, ravisseurs, terroristes, bandits, appelez-les comme vous voulez. Nous voulons aussi exprimer notre rejet total du manque d'initiative de la part du gouvernement et nous ne mâchons pas nos mots puisqu'ils ne sont pas à la hauteur, il est temps qu'ils s'en aillent. Le Nigeria continue de faire face à des défis sécuritaires sur plusieurs fronts. La violence djihadiste dans le nord-est, le banditisme armé dans le nord-ouest et les enlèvements récurrents contre rançon dans différentes régions du pays. En République démocratique du Congo, plusieurs opposants ont été blessés ce vendredi à Kinshasa lors d'une manifestation organisée contre un éventuel changement de la Constitution. Le rassemblement a été dispersé par les forces de l'ordre après des affrontements entre manifestants et policiers dans la capitale congolaise. Des véhicules en flammes, encore inanimés, au milieu d'affrontements entre des manifestants et la police devant le Parlement à Kinshasa. Et un homme au centre de l'attention, l'opposant congolais Martin Fayulu, le visage et la chemise ensanglantés. Contacté par TV5 Monde, il affirme avoir été frappé par des policiers. Ce rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Il légifère, et ce sont les législateurs. Mais le législateur ne peut pas, lui, légiférer en violant la Constitution. Déjà qu'on nous dit qu'ils ont adopté la loi ou les projets de loi définissant les modalités d'un référendum. Qui le leur a demandé? Qui le leur a demandé? Et donc le peuple est ici, il continue à arriver malgré les dispositifs que vous voyez, le peuple est déterminé. Derrière cette colère, un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de se présenter pour un troisième mandat après un référendum. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Après cette déclaration début mai, les principaux partis de l'opposition se sont rassemblés au sein de la coalition Article 64. Ils accusent le président de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son second mandat, en 2028. Le 9 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum. Une opération ville morte avait déjà été organisée avant cette journée de vendredi, la plus violente. Face aux opposants, des soutiens du président et du projet de troisième mandat voulaient aussi faire entendre leur voix. Nous voulons défendre notre pays contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous opposer à eux. Selon l'opposant Martin Fayulu, 45 autres manifestants ont été blessés, y compris plusieurs figures de l'opposition.
Et puis au Kenya, des centaines de personnes se sont réunies ce samedi 13 juin 2026 pour rendre un dernier hommage aux 16 élèves décédés dans l'incendie d'un lycée de jeunes filles survenu le mois dernier. La cérémonie de recueillement s'est déroulée dans le pays en présence des familles, des proches et de nombreux habitants venus honorer la mémoire des victimes. Au Kenya, des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées pour rendre hommage aux 16 élèves décédés le mois dernier dans l'incendie d'un lycée de filles. Les proches, les camarades de classe et les membres de la communauté ont rendu hommage à ces victimes et ont honoré leur mémoire, tandis que les dirigeants locaux ont réclamé que justice soit faite. And as a government, we shall never condone acts of lawlessness, violence and vandalism in our schools. En tant que gouvernement, nous ne tolérerons jamais les actes d'anarchie, de violence et de vandalisme dans nos écoles. Les auteurs de tels actes, comme cela s'est produit dans cette affaire, où 9 élèves ont été impliqués dans ce malheureux incident criminel, feront l'objet de poursuites judiciaires et pénales et seront traduits en justice. Les dépouilles des élèves ont été placées dans des cercueils blancs ornés de fleurs. Sur chacun d'entre eux, le portrait de chacune des victimes. La première dame du Kenya, Rachel Ruto, a assisté à la cérémonie commémorative. Elle a prononcé des paroles de réconfort pour les proches de ces victimes. Aux élèves qui ont perdu des amis, je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. Pleurez librement, soutenez-vous les uns les autres et rappelez-vous que vous ne traversez pas cette épreuve seuls. Les 9 jeunes filles accusées, qui étaient élèves de l'établissement, sont toujours en garde à vue. Les interrogatoires ont révélé que l'incendie du 28 mai avait été déclenché par un matelas en feu. Leur motivation reste inconnue pour l'heure. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, l'armée américaine a annoncé ce jeudi 12 juin avoir abattu plusieurs drones iraniens dans le détroit d'Ormuz. Selon Washington, ces appareils visaient des navires commerciaux circulant dans cette zone stratégique du Golfe. Cet incident intervient dans un contexte de forte tension entre les États-Unis et l'Iran. Suivons à nouveau. Il a longuement parlé à la télévision iranienne hier soir. Alors, pas mal de détails ont été donnés. Tout d'abord, ce document est un document d'à peine 2 pages. Donc, c'est pas un gros document, c'est un document de 2 pages sur lesquels se sont mis d'accord Iraniens et Américains. Dans un premier temps, il y aura la levée du blocus américain contre les ports iraniens et en contrepartie, l'Iran va réouvrir le détroit d'Ormuz. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que l'Iran gardera la main sur le détroit. Notre épée sera toujours au-dessous de ce détroit. Dans quelques jours, il y aura un document entre l'Iran et Oman, qui sont les 2 pays riverains de ce détroit, qui va être publié pour déterminer la gestion du détroit. Nous percevrons ce qu'on appelle des droits de service, pas des taxes, des droits de service pour assurer la sécurité maritime, mais aussi la protection de l'environnement, a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères. En ce qui concerne les réparations de guerre, il a affirmé que l'Iran percevra des réparations de guerre. Les avoirs iraniens seront débloqués dans leur ensemble, mais dans un premier temps, l'Iran percevra quelques 12 milliards de dollars, visiblement, selon ce qu'on sait, de la part du Qatar, et ensuite le Qatar sera remboursé lorsque les fonds iraniens bloqués seront débloqués dans les faits, par les Américains. Le cessez-le-feu concernera le Liban, ça c'est un élément important pour Téhéran. Donc il y aura un arrêt des frappes israéliennes contre l'Iran. On parle même d'un retrait des forces israéliennes du sud Liban. Et enfin, en ce qui concerne la question du nucléaire, le ministre iranien des Affaires étrangères a précisé qu'on en parlera lors de la seconde phase, lorsque cette première phase de 60 jours sera achevée. Et donc, si c'est un succès, on parlera ensuite du nucléaire.
pas question là non plus d'abandonner l'enrichissement d'uranium ou d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichis de l'Iran. La seule chose que l'Iran pourrait faire, c'est de diluer ces stocks d'uranium, notamment les fameux 450 kg enrichis à 60%. On pourrait diluer ces stocks, mais là encore, on ne sait pas si ça sera à niveau de 20% ou à niveau de 3,67%. Les Iraniens estiment qu'ils vont pas aller en dessous des 20% parce que c'est une protection pour Téhéran pour qu'il n'y ait pas de nouveau des frappes israéliennes ou de tentatives de frappes américaines ou israéliennes. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à tous et à chacun. 2 semaines à l'échelle de mandat, ce n'est rien. Mais comparé à une vision politique, c'est énorme. Et nous avons vu que le président Romuald Wadayi a choisi l'action par rapport au long discours stérile et inutile. Il a choisi d'entrée de jeu, de commencer par ce que je ne dirais pas, comme beaucoup de personnes, une offensive politique, mais à faire le pas nécessaire, le pas de la renaissance réelle et d'aller vers nos frères, parce qu'ils ne sont pas que nos voisins, ce sont nos frères, et nous avons eu une histoire, donc l'histoire ça fait parfois mal, ça fait parfois très mal d'ailleurs, mais il a choisi de faire ce pas vers ces géants, je vais les appeler ainsi, parce que nous avons connu par le passé le fait que les présidents, une fois élus, vont vers l'international, vers les pays soi-disant développés. Mais aujourd'hui, nous avons quand même eu, après la rupture, à voir un Bénin qui s'est révélé à lui-même, un Bénin qui sait ce qu'il vaut et un Bénin qui sait aujourd'hui sur qui compter. Et ce premier départ déjà vers le Nigeria, et après vers le Niger, le Burkina et ainsi de suite, nous avons vu au fait que c'était nécessaire, c'était vital. Et après, pour ce qui concerne les nominations, nous avons vu que c'est la continuité, cette continuité qui était aussi nécessaire pour pouvoir perpétuer ce qui a été enclenché depuis 2016, parce qu'aujourd'hui, le président Wadayi n'a pas envie forcément de remettre en cause l'ordre établi. Parce que nous avons vu quand même que nous avons du bien dans cet ordre-là et que nous espérons encore beaucoup plus de bien. Donc les nominations sont venues à point nommé. Et pour ce qui concerne le social, nous avons vu les actes forts déjà qu'on loue tous, hein, parce que les médecins ont tendance à oublier leur serment une fois dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. La vie humaine ne se discute pas et c'est ce que le président Wadayi a rappelé, parce que c'est un rappel, c'est nécessaire. Et après, pour le social, on a vu également tout ce qui est en marche par rapport aux femmes de demain, nos filles qui doivent impérativement être scolarisées, parce que sans la connaissance, sans l'éducation, on ne vaut rien. Il a éduqué une fille, c'est éduquer une nation. Donc il a mis ça en exergue. J'avoue, et je vais le dire, que j'ai eu déjà à entendre ça quand il était un candidat à huis clos avec des compatriotes de la diaspora. Il a eu à l'évoquer. Et c'est avec joie que j'ai constaté que ce n'était pas des promesses de campagne. Et franchement, et cette année à venir, nous savons qu'il y a beaucoup de bonnes choses, de belles choses qui sont à venir. Et moi, je l'encourage, je souhaite vraiment beaucoup de santé, beaucoup de force à lui, à l'entourage, à tous ceux qui œuvrent dans ce quotidien du Bénin contemporain que nous avons la joie et le plaisir de vivre, que nous puissions ici, comme à l'extérieur, continuer à être fiers de notre Bénin. J'ai entendu ces derniers jours une phrase qui m'a interpellée, qui disait dis donc, ça démarre sur des chapeaux de roue et il faut en garder sous le coude pour tenir 7 ans. Et moi, j'ai juste envie de dire heureusement que ça démarre sur les chapeaux de roue, car nous sommes dans une continuité et le temps de l'action et du travail sont immédiats. Et surtout quand on sait les défis que doit relever le Bénin
pour sa population. Donc on n'a pas de temps à perdre en fait. Et on n'est pas là dans des calculs politiciens en disant j'en garde sous le coude et je le ferai à la dernière minute. Non, on est dans l'action, on a promis quelque chose, on s'exécute et on le fait. Population d'ailleurs qui a été très bien représentée lors des différentes nominations du président de la République, M. Rumi El-Wahdani, qui dans son gouvernement a représenté que ce soit le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, les locaux, ceux de la diaspora et même les afro-descendants. Le but c'est de mettre en fait tout le monde autour de la table et de les concerner tous afin que chacun apporte son expertise, sa connaissance et puisse œuvrer pour l'intérêt national du pays. Donc, au travers donc des différentes mesures annoncées lors de la campagne, dans le projet de société du candidat. Donc, certaines de ces mesures sont bien évidemment des mesures urgentes, raison pour laquelle elles ont été déployées d'entrée de jeu. Donc, ce qui ne m'étonne pas, hein, le but c'est pas que le bien-être social soit juste un slogan de campagne, mais qu'il soit en fait une réalité pour chaque Béninois et chaque Béninoise. Raison pour laquelle la santé, l'éducation ont été en tout cas bénéficiaires de ces premières mesures. Je salue cette action et je n'ai pas de doute en fait que tout le reste du programme va être déroulé. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails pour l'expliquer car ils ont fait la une des différents médias ces derniers jours. Et bon, bah sinon, hein, vous faites comme moi, vous reprenez en tout cas votre votre projet de société, vous le relisez et normalement c'est une bonne feuille de route en tout cas pour savoir ce qui est en cours et ce qui est à venir. Je salue également donc la diplomatie de proximité qu'a entrepris le président de la République Rumi El-Wahdani concernant donc nos partenaires de la sous-région. Donc il est important donc de renouer le dialogue et de maintenir le dialogue et de réchauffer donc les relations afin d'avoir un bon voisinage car on est dans un monde assez mondialisé et globalisé et il est important d'avoir des rapports plus que bien avec ses voisins immédiats. Donc, car ce qui les impacte, nous impacte aussi. Donc, on doit œuvrer et travailler main dans la main afin de tirer la sous-région vers le haut et, pour que nous puissions également en bénéficier. J'ai pas de doute sur la réussite des actions menées par le président de la République Rumi El-Wahdani ainsi que son gouvernement, car au-delà du fait qu'il s'agisse d'une aube nouvelle pour le Bénin, bah, ce sera une gouvernance avec gloire. C'est pas moi qui le dis, ce sont ses prénoms. Donc je suis convaincue que tout va très bien se passer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des défis, il y en aura certainement. On s'adaptera, on ajustera et on avance car on a tous un cap, c'est 20-60 à la FIA et on ne peut pas obtenir une omelette sans casser des œufs. Donc si à un moment donné il faille casser des œufs, ma foi on les cassera, on adaptera la recette afin que du coup tout le monde puisse se satisfaire de la recette finale. Voilà, donc je suis très fière en tout cas d'appartenir à cette nation, le Bénin, qui a décidé de prendre son destin en main et d'œuvrer en faisant confiance à ses fils et filles qu'il a confié un travail pas simple, mais qui va être relevé avec brio. Le sukulu me asɔ kpe ɖo tsilawo ŋuti mida kpe veve ɖe nene esi wɔn keke be ɖe toa ye ŋgba kpɔ ɖe be dzɔdzi na ma ebe ɖe sukuluvi xɔ gã me tɔ université tɔa wɔn gba ɖoa ya sɔ ye sukulu ebe puissant to na wo nyawo ye wɔn ya kebe gblɔ si ɖeka ele nyi wɔwɔ efio be continuité a mele nyawo vigoa nkpɔ be ewɔ chef fɔ de ɖo ɖa diaspora be nɔ be diaspora ba me
VVDA Claude Si. Ejochinam to. Ejochinam. Ye fiobe mieba meke we chipi. Kiki wonagbo. Continuité à commis les blancs. Parce que afro-descendants, mais beaucoup de les bossants. Et on a qu'un gouvernement wada yiwa. Et Ejochinam to. Ejochinam. Ejochinam. Chuchuk mama bonde kwa. Ame akwe veji. Ebe jiji me. Kakayo ohwe. Ejochinam. Ye ale kene mikando gouvernement anti-loi. Mpobe confiance à potoli yo. Confiance à potoli yo. Fe gwa mi agbata pe nene. No me kebe soro tele kali. Ye mbo keke le to ye bele yo. E kwa mi abe la yin konto, la yin ko. Ye mpobe fafa chan le jo ami. Fafa chan le jo ami. Donc me le dakpene le pobele nous kene be soro te ye be gbonwa o ele we keke zerika mle bio jovio keke be mi anongo domene le bio jovio keke be mi anongo domene parce que c'est vrai jeunesse yi pour notre confiance ne jeunesse et nous y nanko e wan bebe bien bien amenga o ama otokumi olu ola otokumi vous a Sophia jeunesse avait et dehors les vévélés ou couvions nous le otoa o rien de pepe la boy e be non me yem le boya to kam le dak pebele a messia me de chiti le mi anu bodo meni vego an gba le pobe bien les universités viu me on est sur alternance d'Otenaou. Parce qu'on a un diplôme sans que y ait expérience. Faut qu'on ait embauché ou bien expérience. Les alternance non étudiants viu me les miabe université on a bechala gba onwe. On a bechala gba onwe. Quand même ko isuku la vidéo. On avait formation à vider. Quand même, on y a toko le wa. Oui, bon, les plaies, le homaji, de yo, ou bah les plaies, les topé. Il peut bien côté wanchan, on est pas côté wanchan vidé. Et voilà, chers amis internautes, c'était Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programme sur Causerie TV.